Dans cette vidéo, on va voir le problème de la particule dans une boîte, qui est souvent un des premiers problèmes de quantique qu'on présente, parce qu'en fait c'est un problème qui reste très simple, mais juste en l'appliquant, en le résolvant en fait de manière quantique, on voit une quantisation de l'énergie qui apparaît. Donc comment est-ce qu'on définit le problème? En fait, on a une boîte à une dimension, donc c'est pas tellement une boîte, mais un espace dans lequel peut se trouver la particule. Cet espace, c'est un espace dans la direction X qui va de 0 à A. Cet espace de 0 à A, ça représente notre boîte. Si on est plus loin que A, alors on a un potentiel infini. Et en fait, ce potentiel infini, il permet simplement de faire en sorte que la particule ne peut pas s'y trouver, ne peut pas sortir de la boîte, parce qu'en fait, on a ici un immense mur de potentiel qui est en fait infini, qu'on ne peut pas traverser. Et pareil de l'autre côté, on ne peut pas sortir de la boîte, donc aller dans une position de X qui serait derrière 0, donc négative. Maintenant, comment on va résoudre ce problème? On va appliquer l'équation de Schrödinger. Et donc, cette équation, c'est que l'hamiltonien appliqué à notre fonction d'onde nous retourne simplement l'énergie appliquée à cette fonction d'onde, enfin l'énergie fois la fonction d'onde. Ça, c'est l'équation de Schrödinger sans la dépendance temporelle. Ici, notre hamiltonien, il nous est donné par la mécanique quantique, donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et donc de par les lois de la mécanique quantique, on a moins h bar au carré sur 2m avec la dérivée seconde. Normalement, on aurait le gradient, mais comme on est dans une seule dimension, on peut se contenter simplement de la dérivée seconde dans la direction de x, plus l'énergie potentielle, sauf qu'on va traiter notre problème dans une boîte, ici de 0 à A, et on sait qu'ici l'énergie potentielle est de 0, donc on peut simplifier ce terme ici, V, qui vaut simplement 0. Alors maintenant, si je réécris mon équation du dessus avec l'hamiltonien exprimé comme ceci, ça me donne moins h bar au carré sur 2 fois la masse de la particule, ma dérivée seconde de la fonction d'onde, et on a ceci qui est égal à E fois la fonction d'onde. Donc je vais garder simplement cette égalité maintenant qui nous intéresse, car en fait c'est une équation différentielle de degré 2. Donc ici, on voit qu'on a l'énergie multipliée par la fonction d'onde qui doit être égale à une constante de proportionnalité et la dérivée seconde de notre fonction d'onde. Alors maintenant, je vais simplifier les notations. Dans un premier temps, on va tout passer du même côté. Donc ça va nous donner 2 fois la masse multipliée par l'énergie, divisé par h bar au carré, qui est égal à la dérivée seconde de notre fonction d'onde. Et ici, j'ai oublié un signe moins et la fonction d'onde comme ça. Donc, je vais le réécrire plus proprement. On a ceci. Maintenant, le but, ce sera de résoudre cette équation différentielle qu'on a là. Alors, je vais essayer de simplifier les notations. Et pour faire ça, on va nommer une constante k au carré qui vaut 2me sur h bar, et donc k sur h bar carré, et donc k qui vaut racine de 2me sur h bar. Grâce à cette notation, on peut simplifier un peu l'expression qu'on a ici, que j'entoure en rouge, en simplement moins k au carré fois notre fonction d'onde. Et on est rendu à cette équation différentielle. Donc la dérivée seconde de notre fonction d'onde, c'est moins k au carré fois cette fonction d'onde. Alors le but dans cette vidéo, c'est pas d'apprendre à résoudre une équation différentielle. Je vais simplement donner la réponse et une petite intuition pour savoir comment on aurait pu trouver cette réponse. En fait, simplement, on a une fonction dont la dérivée seconde est proportionnelle à l'inverse de cette fonction. Donc, dit autrement, il nous faut une fonction qui, en la dérivant 2 fois, j'obtiens le négatif de cette fonction avec une certaine constante de proportionnalité k. Et ces fonctions qui, quand on les dérive 2 fois, nous donnent le négatif de la même fonction, ce sont les fonctions trigonométriques.
Le cosinus, si je le dérive de 2 fois, j'obtiens moins cosinus. Et le sinus, si je le dérive 2 fois, j'obtiens moins sinus. Donc ces deux fonctions sont une solution de notre équation différentielle. Et on a juste ce k au carré qui est en facteur devant. Et en fait, ceci, ce sera en mettant ici k fois x, parce qu'en le dérivant 2 fois, on a k au carré qui va apparaître ici devant. Pareil, sinus de kx, comme ça on a un k au carré qui apparaît devant. Donc ça, c'est juste le côté intuition, pourquoi ça fonctionne comme solution de l'équation différentielle. Et de manière générale, donc on a une combinaison linéaire de ces deux solutions. Et ça nous donne a fois sinus de kx plus b fois le cosinus de kx. Et donc ceci, c'est la solution de notre équation différentielle, donc c'est notre fonction d'onde. Je n'ai donc plus besoin de cette équation différentielle, et maintenant ce qui nous intéresse, c'est trouver ces constantes a et b, et essayer d'exprimer notre fonction d'onde avec des paramètres du problème, donc notamment cette longueur a ici de notre boîte. Pour faire ceci, on va utiliser les conditions de Bohr, qui sont des conditions qui reviennent à chaque fois en quantique, parce que notre fonction d'onde, en fait, elle doit être continue. Et comme elle doit être continue, on peut se servir du fait que ici, elle n'est pas présente, et ici, elle n'est pas présente non plus. Parce que notre fonction d'onde, si on la multiplie avec son conjugué, comme ceci, ça nous donne en fait la probabilité de trouver notre particule. Et comme ici, on n'est pas dans les complexes, multiplier avec son complexe conjugué, c'est simplement mettre une fonction d'onde au carré. Et donc on voit que si on doit avoir 0 probabilité de trouver une particule en un point donné, donc ici on n'a aucune probabilité de trouver la particule en dehors de la boîte, alors la seule possibilité, c'est que notre fonction vale 0. Comme ça on a 0 au carré égale 0, et donc une probabilité de 0 de trouver notre particule. Donc déjà, on peut dessiner notre fonction d'onde pour les deux domaines où le potentiel est infini. On sait que elle doit valoir 0, donc elle est ici plate comme ceci, parce que la probabilité de la trouver est 0. Maintenant, comme notre fonction d'onde doit être continue, on sait que quelle que soit notre fonction ici, elle peut faire ce qu'elle veut, elle doit venir se rattacher ici à ce point pour devenir continue. Pareil, ici, elle peut varier comme elle veut, mais elle doit venir se rattacher à ce point ici en 0. Donc on sait que notre fonction d'onde, en 0, elle doit valoir 0. Et par le même raisonnement, en A, elle doit valoir 0. Et ceci, c'est ce qu'on appelle les conditions de Bohr, parce qu'en fait, c'est les conditions de continuité au bord de notre boîte par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Alors maintenant, comment utiliser ces conditions de Bohr pour trouver nos paramètres? On va essayer de mettre 0 dans notre équation. Donc, psi de 0 doit valoir 0. Et ceci, si on reprend notre équation, ça nous donne a fois le sinus de 0 plus b fois le cosinus de 0. Le sinus de 0, on sait que c'est 0, donc ce terme disparaît. Et le cosinus de 0, on sait que ça vaut 1, donc il reste simplement b fois 1, donc simplement b. Et de par cette première condition de Bohr, on a trouvé que b égale 0. Donc où on pensait avant que la solution à notre équation, que notre fonction d'onde en fait, valait a fois sinus plus b fois cosinus, en fait on apprend maintenant que b égale 0, donc ce terme disparaît simplement. On a maintenant a fois sinus de kx qui est égal à notre fonction d'onde. Maintenant, on doit se servir de notre deuxième condition de Bohr. Donc, on va faire exactement la même chose. Maintenant, on n'a plus qu'à se soucier du sinus parce qu'on vient d'apprendre que le coefficient qui était devant le cosinus valait 0. Donc maintenant, si on fait a fois sinus de k fois a, parce qu'on veut évaluer cette fonction en a fois sinus de k fois a, on sait que ça doit valoir 0. Alors maintenant, comment ceci peut valoir 0? La première solution, ce serait que cette constante a ici devant vale 0. Donc si on a ici a égale 0, ça voudrait dire que en tout point, notre fonction vaut 0. Donc une fonction qui vaut 0 en tout point, on pourrait ici la dessiner. Ça nous donne juste ceci. Et en fait,
on n'a pas de particule. On n'a aucun endroit où notre particule pourrait être présente, ce qui n'est pas possible, parce qu'on a dit qu'il y avait une particule dans la boîte, c'est dans la définition du problème. Donc, cette constante A, ce n'est pas elle qui vaut 0. Ce n'est pas elle qui vaut 0. C'est le sinus de k fois A qui doit valoir 0 ici. Alors, pour qu'un sinus vale 0, il faut que ce qui est dans le sinus vale soit pi, ou alors 2pi, ou alors 3pi, ou alors 4pi, etc. pour que ce sinus nous donne 0. On peut l'écrire de manière plus générale sous la forme sinus de n fois pi égale 0 et n est un nombre entier. Donc en utilisant cette notation, on trouve maintenant que k fois a égale n fois pi. C'est la seule possibilité pour que ce a fois sinus de k fois a nous donne 0. Et ici, on a trouvé quelque chose de très intéressant, parce que ce k, souvenez-vous, on l'a défini là-haut, donc on peut réutiliser les valeurs qu'on avait. Si on note maintenant ceci autrement, le k fois a, on peut reprendre la valeur de k qu'on avait, et donc c'était la racine de 2me divisé par h bar. Et on voit qu'on trouve une expression pour l'énergie. On peut isoler l'énergie de cette équation. Alors on aura un nombre n ici, qui s'appelle en fait un nombre quantique, qui fait apparaître la quantification de l'énergie, mais on va isoler cette énergie et l'exprimer en fonction de ce n. Si on l'isole, on trouve donc que l'énergie petit n, parce que ça dépend de n, elle vaut h bar au carré fois pi au carré divisé par 2m fois a au carré, qui a, je le rappelle, est la longueur de notre boîte, et ceci multiplié par n au carré. Et là, on vient en fait de faire apparaître la quantification de l'énergie avec ce nombre quantique n. On voit qu'il y a plusieurs niveaux d'énergie pour n égale 1, n égale 2, 3, 4, 5, etc. À chaque fois, ça va augmenter l'énergie. Donc ici, c'est le premier résultat très important de la résolution de ce problème, c'est l'énergie d'une particule dans une boîte. Et donc, c'est ce qu'on a trouvé ici. Je vais enlever la définition de k carré et garder ce résultat ici en haut. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on faisait à la base. On cherchait une expression pour notre fonction d'onde. On vient de trouver une expression pour l'énergie, mais maintenant, on peut réutiliser ça pour l'expression de notre fonction d'onde. Rappelez-vous, on venait de trouver que notre fonction d'onde, c'était a fois sinus de ka. Donc en fait, cette deuxième condition de bord qu'on a appliquée là, elle a fait apparaître cette quantification de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose d'assez général en quantique. Dès qu'on va appliquer la deuxième condition de bord, on aura une quantification de l'énergie. Maintenant, si on essaie de trouver à quoi ressemble notre fonction d'onde, on peut réutiliser ce a fois sinus de ka. Donc, si je le réécris ici, on a a fois sinus de kx, c'est kx, pas ka, depuis avant je dis ka, mais le cas général c'est kx. Et maintenant, on peut utiliser ce qu'on avait pour k, donc c'est-à-dire a fois sinus de racine de 2me sur h bar fois x. Et maintenant, on peut utiliser l'expression qu'on avait ici de e et la remplacer à la place du e qu'on a ici. Et donc, on va trouver une expression de notre fonction d'onde qui va dépendre de a et de n et de la masse et évidemment toutes les autres variables. Mais c'est important de voir que ça dépend de a et du nombre quantique n. Et donc, si on réécrit ceci, on a une expression assez simple qui est a fois sinus de n pi divisé par a fois x. Ici, on a un second résultat assez important. Et vous verrez que la constante a, elle n'est pas très compliquée à trouver. On va le faire juste après. J'aimerais juste ici faire remarquer que ce qu'il y a ici dans notre sinus, c'est pas anodin. C'est en fait quelque chose qui permet de parfaitement conserver la condition de bord. Parce que si maintenant on est en x égale a, alors ça devient sinus de n pi et on sait que ça vaut 0. Et notre condition de bord, c'était que en a, la fonction d'onde valait 0. Et si on est en x égale 0, alors ça nous donne sinus
de 0 et ça vaut aussi 0 et ceci c'est notre première condition de bord. Donc on a bien résolu le problème, notre fonction d'onde respecte les deux conditions de bord qu'on avait fixées. Maintenant on doit trouver cette constante A qui est toujours inconnue. Alors ça c'est quelque chose d'assez facile à faire en quantique parce que quand il nous manque une seule constante dans notre fonction d'onde, on peut utiliser le fait que notre fonction d'onde, quand elle est mise au carré, ça nous donne une probabilité. Et comme c'est une probabilité, il y a une propriété assez importante que si on intègre sur tous les x, alors on doit obtenir 1, parce que la probabilité de tous les événements possibles, ça doit être 1. Donc ici, j'utilise l'intégrale, donc pour ceux qui ont déjà fait des statistiques, vous comprenez que c'est une fonction de densité plus qu'une probabilité, mais c'est quelque chose d'assez similaire. Donc si j'écris ça de manière un peu rigoureuse, ça nous donne l'intégrale de moins l'infini à l'infini de notre fonction d'onde. Donc, je rappelle, la fonction de densité, c'est quand on multiplie avec son complexe conjugué, comme ceci. Sauf que, comme ici, on a une fonction d'onde qui est dans les réels, son complexe conjugué, c'est simplement lui-même. Donc, ça nous donne la fonction d'onde au carré. Donc, on sait que ceci doit valoir 1. Maintenant, notre fonction d'onde de moins l'infini à 0, elle vaut 0. Et de a à l'infini, elle vaut 0 aussi. Donc ça correspond à cette région-ci et cette région-ci. Donc notre intégrale, on peut la simplifier. On sait que c'est simplement l'intégrale de 0 à a de notre fonction d'onde au carré. Et comme je l'ai dit, l'intégrale sur tous les événements, enfin la probabilité de tous les événements, c'est simplement 1. Maintenant, si on utilise la valeur qu'on a trouvée pour notre fonction d'onde, donc je rappelle, c'est ceci ici qui était notre fonction d'onde. Alors, on a l'intégrale de 0 à a, de a au carré multiplié par sinus carré de n pi divisé par a fois x dx qui vaut 1 ici. Et donc en fait, ce a qui a devant notre fonction d'onde, c'est ce qu'on appelle souvent une constante de normalisation, ce qui permet en fait de faire en sorte de normaliser notre fonction pour que son intégrale vale 1, comme ceci, pour que l'intégrale de son carré vale 1. Alors ici, comme avant avec l'équation différentielle, le but c'est pas de montrer comment résoudre ce type d'intégrale, le but de cette vidéo c'est pas ça. Je vais juste quand même dire qu'on utilise la propriété que sinus carré de x est égal à 1 demi de 1 moins cosinus de 2x. Et en fait, en remplaçant le sinus carré de x par ceci, on peut en fait résoudre notre intégrale plus facilement parce qu'on n'a plus de sinus au carré, on a simplement un cosinus. Alors ici, j'ai noté x, c'est pas très rigoureux, mais donc on aurait x égale n pi sur a fois x. J'aurais pas dû noter x, ça perturbe un peu, mais vous avez compris, c'est juste en fait une identité, ce que j'ai écrit là. Faut pas confondre avec le x de notre position de la particule dans la boîte. C'est simplement une identité. Donc, si on résout cette intégrale, et après on pose ceci qui est égal à 1, on trouve que a est égal à racine de 2 sur a. Donc on trouve un résultat final pour notre fonction d'onde. Je vais réutiliser ce que j'avais là. Donc on avait a fois sinus de npi sur a x. Et maintenant on a trouvé par cette constante de normalisation, le fait que l'intégrale doit valoir 1, on a trouvé que ce a c'était racine de 2 sur a. Et donc ceci c'est notre fonction d'onde. Et on a trouvé donc notre fonction d'onde pour la particule dans la boîte. On a aussi trouvé notre énergie totale de notre particule. Donc notre problème est résolu. Donc je vais mettre les deux résultats en évidence et on va faire quelques interprétations. J'ai ici agrandi mon graphe et on a encadré les deux résultats importants. Donc tout d'abord, si on s'intéresse à l'énergie et on essaye de représenter les différents niveaux d'énergie, on aura un niveau pour n égale 1, un niveau pour n égale 2, et ici, comme on a ce au carré, les niveaux vont être de plus en plus éloignés. Donc ici, j'ai peut-être mis le n égale 2 un peu trop loin. Ici, imaginons, on a n égale 2, n égale 3 sera plus éloigné, n égale 4 encore plus, etc. Donc le passage, par exemple, du niveau 1 au niveau 2
peut être peut-être facile, mais le passage du niveau 3 au niveau 4, qui représente le même changement ici en nombre quantique, est beaucoup plus dur parce qu'il nécessite plus d'énergie. Alors, si vous continuez à faire de la quantique, vous verrez que c'est l'inverse par rapport à un atome d'hydrogène. Les niveaux pour un atome d'hydrogène sont de plus en plus proches, et c'est quelque chose qui est souvent le cas en quantique, parce qu'en fait, on arrive à des niveaux qui sont tellement proches que ça en devient presque plus du tout quantisé. Ce qui est en accord avec ce qu'on observe pour des objets macroscopiques avec beaucoup d'énergie, on n'a aucune quantification de l'énergie. Donc ça, c'était pour la représentation énergétique. Et maintenant, si on s'intéresse aux fonctions d'onde, quel impact a ce nombre quantique n qui apparaît dans notre sinus? Donc je vais effacer ceci. Et notre nombre quantique n, il est ici. Si on s'amuse à représenter là-dessus notre fonction d'onde, donc ici, je représente ma fonction d'onde. Si je fais le niveau n égale 0, il n'existe pas parce que c'est simplement sinus de 0 constamment, donc le niveau n égale 0 n'existe pas, il n'y a pas de particule, il n'y a aucune probabilité de la trouver. Maintenant, si on prend le niveau n égale 1, on aura simplement ceci. Si on prend le niveau n égale 2, alors on aura ici un passage au milieu je ne l'ai pas représenté au milieu, mais vous avez l'idée, ici en a sur 2, on a un passage en 0. Et ceci, rappelez-vous bien, ça veut dire que notre fonction d'onde ici vaut 0, donc qu'on a une probabilité nulle de trouver notre particule en a sur 2. C'est-à-dire que notre particule peut être ici, la particule peut être dans cette partie-là aussi. Par contre, c'est impossible de la trouver exactement en a sur 2. Ensuite, si on s'amuse à représenter pour n égale 3, alors je vais effacer les précédentes pour qu'on puisse mieux se représenter, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, pour n égale 2, on avait 2 grands lobes comme ceci. Pour n égale 1, on en avait un grand. Pour n égale 3, on en avait 3. Donc, etc. 4, 5, 6, ça continue. Ce qui est important de voir, c'est que pour n égale 1, on pouvait avoir notre particule dans toute la boîte. Vraiment, ça passait jamais par 0 à part aux extrémités pour respecter les conditions de bord. Pour n égale 2, on avait en a sur 2 ici ce qu'on appelle un nœud qui fait que on ne peut pas trouver la particule ici. Pour n égale 3, on a cette fois 2 nœuds où on ne peut pas trouver la particule. Et ça continue comme ça, ainsi de suite. Pour n égale 4, alors je vais essayer de dessiner n égale 4. Ça nous donnerait une fonction paire comme ceci, si je ne me trompe pas. Et on a 3 nœuds ici qui sont 3 endroits différents dans la boîte dans lesquels on ne peut pas observer notre particule. On a une probabilité nulle d'observer notre particule. Donc voilà, s'il y a des points clés à retenir de cette vidéo, c'est vraiment que du fait qu'on résout de manière quantique notre exercice, on a une quantification de l'énergie qui apparaît, et ceci à travers un nombre quantique n qui peut prendre uniquement des valeurs entières, ici même n étoiles. Et cette quantification de l'énergie est là apparue à partir de la deuxième condition de bord. Donc on a fixé que la probabilité ici de trouver notre particule était de 0 pour respecter la continuité de notre fonction d'onde. Pareil de ce côté-là, c'est notre deuxième condition de bord. Et ceci, ça a fait apparaître notre quantification de l'énergie. Maintenant, dans l'idée de la résolution, de poser l'équation de Schrödinger, résoudre l'équation différentielle, résoudre les conditions de bord pour trouver nos différentes constantes, puis ensuite de normaliser notre fonction pour trouver la dernière constante. Donc normaliser, je rappelle, c'est que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de, si on a une fonction d'onde réelle, que ceci vale 1. Poser cette égalité, ça permet de trouver une dernière constante. Donc ça, c'est une résolution, c'est une technique de résolution qui est très commune et vraiment systématique à faire dans des problèmes de quantique. Je vais faire d'autres vidéos de quantique, des fois un peu plus poussées. Je pense que je vais faire la particule dans une boîte avec un potentiel ou d'autres vidéos du style sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans le même style.